Victime sans doute d'une crevaison. On a fait ralentir les coéquipiers pour ramener le Petit Prince de la Lamprée, l'équipe Lamprée qui elle aussi est dans une, en tout cas dans les regards de beaucoup de monde. On la soupçonne d'être dans une affaire de dopage en 2008 et 2009. 14 coureurs ont été contrôlés ces derniers temps. On est même allé en chercher comme Scarponi en stage alors qu'ils étaient du côté de l'Etna. Et dans les 2 mois qui suivent, on devra en savoir un petit peu plus sur cette affaire qui a encore beaucoup secoué l'Italie. Mais enfin bon, c'est des coureurs que l'on a retrouvés qui ont déjà été malheureusement ou déjà suspendus ou parfois cités dans des affaires de dopage. Mais la Lamprée est dans l'œil du cyclone. Oui, mais reprenez-moi si je me trompe Thierry, hein, mais c'est une affaire qui remonte déjà, vous l'avez dit, à 2008. 2008-2009. Donc ouais. avec une histoire, on peut faire la décennie. Hein. On s'en sortira jamais. Si ça continue comme ça, on s'en sortira jamais. Il faut à un moment donné que ça s'arrête. Il faut que tout le monde prenne conscience que ce sport n'a plus besoin de ça. Il doit s'en passer. Donc voilà, les affaires de dopage, il se peut qu'il y en ait. Il faut les traiter comme il se doit, mais le plus vite sera le mieux pour tout le monde. Et s'il faut intensifier les contrôles et s'il faut accentuer les sanctions, personnellement, ça ne va pas me déranger. Au contraire. Je pense que ce sera très bénéfique pour tous et puis pour tous les acteurs du sport que sont les coureurs, les équipes, parce que, attention, il y a des partenaires qui souffrent d'une image comme celle qui peut être attribuée parfois au cyclisme. On fait souvent le parallèle assez injustement entre le dopage et le cyclisme. Mais le jour où les partenariats s'arrêtent, il faut trouver d'autres sponsors derrière. Donc il va falloir se réveiller et considérer tout ça. Et on a aperçu quelques changements en tête de peloton alors qu'on attaque. C'est Belkadri qui sort du peloton pour l'équipe AG2R La Mondiale. Ah voilà un jeune coureur français plein de talent, plein d'envie aussi. Hein. Bon, il n'est pas forcément sur son terrain de prédilection. En tout cas sur le final, là peut-être, après ce sera un peu plus compliqué. Mais bon, il a décidé, Vincent Lavenu lui a demandé aujourd'hui d'attaquer, de sortir du peloton, de secouer ce peloton. Parce que c'est vrai que dans cette équipe, il y a des garçons de talent. Alors pas Nicolas Roche, il y a eu 2 abandons, il y avait 2 non partants. Et il y a eu 2 abandons au cours de l'épreuve, en tout cas depuis le début. Les 2 Irlandais, Daniel Martin et Nicolas Roche, qui a dit à son directeur sportif qu'il souffrait d'une hanche, Nicolas. Qui a un peu de mal à retrouver son niveau de l'an dernier. C'est pas étonnant, hein. C'est vrai que je vous le disais ce matin Thierry, moi je suis surpris de le trouver aussi discret depuis le début de la saison alors qu'il avait quand même terminé la saison 2010 de très belle manière. Et cette année il est en demi-teinte, Nicolas Roche. Alors la saison est encore longue, hein. Il a largement le temps de se rattraper. Si c'est un problème physique, il va falloir d'abord le résoudre. Et puis c'est un coureur de talent qui saura revenir. Le talent ça se perd pas. Quant à Belkadri, lui c'est un tout jeune, mais lui aussi est très talentueux. Alors ce qu'il fait là, il faut déjà pouvoir le faire. Mais j'ai envie de vous dire que ça ne sert pas à grand chose pour l'instant. On est à 40 km de l'arrivée, il y a une échappée avec 3 minutes d'avance. Dans notre jargon, dans le jargon cycliste, ça veut dire, on appelle ça partir en chasse-patate. Voilà, on se situe entre les 2 groupes, c'est un coup d'épée dans l'eau. À moins qu'il ne soit directement soutenu, hein, qu'il n'y ait un renfort immédiat. C'est Grifko là, qui est là, André Grifko. Qu'un petit groupe se constitue autour de Belkadri et que ça devienne à la contre-attaque et qu'il puisse aller rejoindre les échappés et peut-être chambouler la hiérarchie de cette course. Mais le scénario semble quand même assez clair. Les équipes qui jusque-là étaient en train de mener le rythme du peloton et qui réduisaient l'écart du peloton ne vont pas s'arrêter. Il n'y a pas eu d'accalmie dans le peloton. Donc ce que fait Kadri, c'est fort, il faut arriver à sortir. Mais c'est un effort qui va lui coûter alors qu'il aurait été plus judicieux peut-être de garder des forces pour essayer d'attaquer un peu plus loin au moment où la jonction s'opère. Ah, il va avoir un bon renfort avec Grifko. Grifko il est presque repris. Ouais. Le peloton n'a pas décidé à les laisser partir. Il est dans son rythme le peloton. On a aperçu, alors toujours la Saxo Bank pour mener, c'était Jesus Hernandez, le coureur espagnol de la Saxo Bank Sunguard. Et on a vu d'autres maillots arriver, d'ailleurs la confirmation avec les rouges et noirs d'ABMC, les maillots d'équipe Vacances Soleil notamment. Petit changement de physionomie et l'écart continue de diminuer de 43. On ne se fait plus beaucoup d'illusions pour les 4 de devant. C'est chaud aussi, attention, c'est une journée très très chaude. Certains coureurs évidemment s'y font très très bien, d'autres un petit peu moins.
mais ça fatigue encore un peu plus les organismes, surtout dans des efforts comme cela. Il suffit de regarder après une arrivée les maillots des coureurs quand il a fait très chaud. On voit de larges taches blanches, le sel qui ressort. Alors qu'on continue du côté de l'équipe Astana, qui a bien sûr des coureurs capables de gagner en haut de ce mur de oui, pourquoi pas Alexandre Vinokourov, mais pourquoi pas Rémi Di Gregorio, qui a le profil parfait pour ce genre de grimpette. Après, est-ce qu'il a le coffre? Ça, c'est une autre chose. Mais bon, c'est vrai qu'il est en train de réussir un très beau début d'année 2011, vainqueur notamment sur les routes de Paris-Nice, on s'en souvient. C'était à Biot Sofia Antipolis. Il fait 24 degrés pour être précis. Il n'y a pas beaucoup de vent. Donc c'est une température, bon, c'est pas la grosse canicule, mais c'est quand même... Mais c'est chaud pour un mois d'avril. Disons première que chaleur. Les coureurs ne sont pas vraiment habitués et ça peut jouer des tours. On peut, à ce stade de la saison, être surpris par la chaleur, effectivement. Des banderilles, ça sort. Peut-être bien Christophe Lemével, là, en deuxième position dans la roue d'un coureur Astana. Désormais, vous le savez, le Breton porte ce maillot d'Agarmin Cervélo. Le peloton qui change un peu d'attitude tout à l'heure, alors que Kadri est toujours entre deux. Pas loin devant le peloton. Le peloton est amené par l'équipe Saxo Bank et l'équipe Léopard Trek. Bon, l'écart s'est considérablement réduit. Il était de 17 minutes, il n'est plus que de 2 minutes 30 à 37 km de l'arrivée. On a compris que les échappés auraient du mal à aller au bout. Ils n'iront pas au bout. D'ici une vingtaine de kilomètres, ils seront même repris. Mais au lieu d'avoir un peloton qui semble maîtrisé, qui semble amener à un rythme régulier, on essaie de semer le trouble en tête du peloton, en attaquant, à tour de rôle. C'est surtout l'équipe AG2R La Mondiale qui a lancé les hostilités avec Kadri. Et puis l'équipe Astana qui essaie par tous les moyens de prendre les devants parce que Vinokourov n'est pas au top de sa forme. Même s'il a remporté il n'y a pas très longtemps sa première course de la saison. C'est pas le grand Vinokourov que l'on avait connu l'année passée à pareille époque, qui a remporté le Tour du 31 avant de gagner Liège-Bastogne-Liège. Il est un tour en dessous, Alexandre Vinokourov, et il sait très bien qu'il ne pourra pas rivaliser sur les hauteurs du mur de Huy avec les favoris du moment. Donc on essaie du côté d'Astana de déclencher une course de mouvement pour permettre à un petit groupe de partir à l'avant et peut-être d'aller jouer la victoire de cette façon. L'équipe Radio Shack qui est venue sans Andreas Klöden, sans Levi Leipheimer notamment, ou Jaroslav Popovic, qui sont au Tour du 31 où se reposent pour préparer le Tour de Californie qui arrive. C'est la 3e semaine du mois de mai. Et Belkadri qui confirme tous les espoirs mis en lui. En tout cas, ce que l'on avait vu chez les jeunes, ce qu'on rappelle qu'il a été vélo d'or cadet de Vélo Magazine. Ça, c'est un classement très intéressant toujours. C'était en 2005. Il a confirmé 3 ans plus tard en étant élu vélo d'or espoir. C'est-à-dire que c'est un vélo d'or qui récompense l'ensemble d'une année cycliste. Il avait été champion régional sur route et contre la montre en 2005. Et sa première victoire, son compteur, il l'a ouvert sur la route du Sud l'an dernier. C'était en juin, c'était à Saint-Gaudens. Et je pense que celui-là, il a tout pour faire une belle carrière. Il va vite au sprint en plus. Il va assez vite au sprint, oui. Et ce qu'il fait là, c'est fort. Il faut être capable de sortir quand même à ce stade de la course. On est à 165 km dans les jambes. Donc arriver à sortir alors que ça roule fort, il faut déjà le faire. Donc ça, effectivement, ça confirme tout le talent que vous venez de citer. Maintenant, que peut-il faire de plus? Rien. Il est parti dans une aventure un peu folle, tout seul, en attendant du renfort certainement. Mais là, il se livre à fond. Il ne peut pas donc être tempéré dans son effort. Il faut vraiment qu'il y aille à fond. Dans peu de temps maintenant, il va se retrouver au pied du mur de Huy, puisque l'avant-dernier passage au mur de Huy est situé à 30 km de l'arrivée. Donc dans 5 km, il sera au pied du mur. J'ai bien peur qu'il mette un grand coup de casque dans le mur de Huy quand il va arriver en bas. C'était bien de pouvoir le faire, mais ce n'était pas le meilleur moment pour porter cette attaque. C'est peut-être le meilleur moment, comme était placée la course avant, avec cette côte d'Alain, juste avant le mur de Huy où était jugée l'arrivée finale. Et là, il restera encore une boucle de 30 km avec un peloton qui n'a pas dit son dernier mot encore. Et j'ai bien peur que Belkadri se fasse prendre à son propre piège. Et voilà, de nouveau le quatuor qui a encore 2 minutes 30 d'avance. Je dis plus parce que ça diminue quand même très très vite lorsque nous avons débuté cette retransmission.
Il y avait encore 9 minutes d'écart. Je rappelle que l'écart maximal pour cette échappée formée à 4 parties au kilomètre 4 a été de 17 minutes 10. Je vous rappelle les 4 hommes de tête. Il y a là Maxime Vantôme, le coureur belge originaire de Menin. Il a 25 ans pour l'équipe Katusha. Nous avons là Maciej Paterski, le coureur polonais. Il a 24 ans. C'est un jeune coureur qui s'était révélé sur le Tour des Régions en Italie. Une course réservée aux moins de 23 ans. C'est un rouleur. 4e cette année du Tour de Frioul. Il porte le maillot de l'équipe Liquigas. Vous avez là, c'est un peu plus original, Matti Helminen, le coureur originaire d'Helsinki, le Finlandais donc, puisqu'Helsinki est la capitale de la Finlande. Je le rappelle pour les jeunes qui sont en vacances, profitez-en, regardez les cyclistes tomber amoureux du vélo et révisons ensemble la géographie. Pendant le tour, on fait ça avec notre Jean-Paul Olivier national. C'est un Matti Helminen, c'est un spécialiste du contre-la-montre, alors que Belkadri est repris par la tête du peloton. C'est un spécialiste du contre-la-montre. Helminen, il a été 5 fois champion du contre-la-montre, mais de Finlande. Et il a quand même gagné, ça me permet de les saluer. C'est une course très originale. Il y a 2 chronos très originaux que j'aime beaucoup en France. C'est le chrono champenois qu'il a gagné en 2006. Et bien sûr, le chrono des herbiers, cher à Christian Tessier, qui se déroule le 2e dimanche du mois d'octobre. Et c'est en Vendée, les herbiers. Vendée qui sera la terre d'accueil du grand départ du prochain Tour de France 2011. Et le plus renommé dans le groupe des 4, c'est quand même Preben Van Eck, le coureur belge qui est originaire d'Andermonde. Il porte le maillot de l'équipe Top Sport, qui a gagné le triptyque des barrages en 2002. Et une course que j'aime beaucoup aussi, c'est l'étape. Il a gagné l'étape du Tour de Normandie en 2003. Il a porté pendant 2 ans le maillot d'Alotto. Il n'a que 28 ans. Il a un petit peu de mal à confirmer, alors que là, après une crevaison, eh bien, c'est Sander Armé, le coureur belge de l'équipe Top Sport, le coéquipier justement de Preben Van Eck, qui est en train de rejoindre un peloton qui s'agite. On se regarde. Quelle va être la tactique? Eh bien, Philippe Gilbert a demandé au loto, le voilà Philippe Gilbert en 2e position, a demandé à ses coéquipiers de venir prendre les devants. Et Kolobnev s'est mis dans la roue de Philippe Gilbert. Ça me rappelle un petit peu l'Amstel de dimanche. Les voilà, les 4, avec Paterski et le maillot de la Liquigas. En 2e position, Maxime Vantôme, le plus petit, le coureur belge dans sa roue. En 3e position, eh bien, c'est le coureur de l'équipe Lambou Crédit, le grand Matti Helminen. Et donc, désormais en 3e position avec son maillot noir et jaune, le maillot de l'équipe Top Sport, équipe belge très célèbre ici, hein, c'est l'équipe, c'est Preben Van Eck, alors que nous arrivons à un rond-point où nous avons quand même, je tiens à vous le dire, nous avons quand même, c'est une petite anecdote, alors que l'équipe Lotto, à la demande de Philippe Gilbert, allez presque au grand complet, a décidé de prendre les choses en main. Et là, croyez-moi, il y a du beau monde, il y a des rouleurs, ils vont passer, ils sont à 3 km de ce que sera l'arrivée tout à l'heure. Il y a encore un long tour de circuit, il y a encore une trentaine de kilomètres à faire après. Eh bien, nous sommes restés pendant quasiment 1 heure à ce rond-point, alors que nous sommes allés ce matin, bien sûr, au départ de Charleroi pour rencontrer les coureurs, les écouter, parler avec eux, un petit peu prendre l'atmosphère. Après, il faut bien faire dans les limites de la vitesse. En Belgique, sur les autoroutes, on roule à 120 km, pas plus. Et bien sûr, nous sommes restés sous les 120 km, fort respectueux du code de la route de nos amis belges. Et nous sommes arrivés tranquillement, bien en avance pour rejoindre notre poste de commentateur. Et là, grâce à la police, en tout cas un policier très zélé, qui malgré les injonctions des organisateurs n'a jamais voulu laisser passer personne, parce que nous étions là, l'ensemble de la presse était bloqué, les camions des équipes étaient bloqués, bref, tout le monde était bloqué, et ça a duré 1 heure, et il a fallu vraiment ruser pour s'en sortir, sinon je crois que nous serions encore à regarder passer ces 4-là sur notre petit rond-point. C'est certain, il manquait que le maillot de champion du monde, il avait tout. Mais bon. Ça me permet de dire que quand même, sur les courses en France, alors c'est difficile hein, d'organiser une course, c'est difficile d'être organisateur d'une course. C'est vraiment très compliqué parce qu'il faut assurer la sécurité sur beaucoup de kilomètres dans beaucoup de villes et villages. Mais franchement, avec les signaleurs et la police française, il y a rarement beaucoup de problèmes. Ça me permet de donner un grand coup de chapeau à l'ensemble des forces de la gendarmerie de police en France. Allez, on attaque le mur de 8 pour la 2e fois. En tout cas, les 4, c'était déjà comme cela tout à l'heure. Attaque ensemble ce mur de 8, si compliqué, si difficile à digérer, avec Paterski qui semble plus à l'aise, le coureur polonais de l'équipe Liquigas. Vantôme qui commence à souffler. Van Eck qui s'accroche et c'est compliqué pour le Finlandais Matti Helminen, qui porte le maillot de cette équipe Lambou Crédit, c'est-à-dire l'ancien Crédit Agricole français, mais version belge, bien sûr. Puisque Lambou Crédit, c'est le Crédit Agricole belge.
Alors racontez-nous ce mur de 8, profitons-en, tout à l'heure ça sera la grande bagarre, enfin, en tout cas je pense, je l'imagine, nous l'imaginons, c'est le scénario classique de cette Flèche Wallonne, course de côte. C'est difficile pour vous si vous n'avez pas monté une fois, même en voiture, et ça se monte en première quand même, je tiens à vous le dire. C'est là que c'est très très dur. C'est difficile de le sentir, hein, tellement c'est dur. Gauche, ici, les pourcentages sont de l'ordre de 25. Donc ça paraît pas comme ça, évidemment. L'image est écrasée ici sur l'écran de télévision, mais c'est très 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 raide. C'est court, 1 km, enfin ça peut faire très long. Mais c'est très raide, voilà. Et donc produire un effort déjà normal, rien que hisser son vélo, sa carcasse jusqu'au sommet, ça demande un effort très, très soutenu, très violent. Et alors quand il faut de plus se livrer bataille pour une victoire au sommet, l'explosion est proche. Donc il faut vraiment choisir le bon moment pour produire son effort, bien mesurer la distance à laquelle on est capable de tenir le coup jusqu'à l'arrivée et ne pas se précipiter. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait Cadel Evans il y a 2 ans. Il n'a pas renouvelé l'erreur l'année suivante puisqu'il a rapporté l'an dernier la victoire, alors que c'est Contador l'an dernier qui s'est trompé, partant de trop loin. 300 mètres de l'arrivée pour une arrivée au sommet, c'est pas très loin. Mais sur le mur de 8, c'est long. Ça fait plus d'1 minute d'effort. Près d'1 minute d'effort au maximum. C'est un effort pratiquement insoutenable que très peu de garçons en tout cas sont capables de soutenir. Donc voilà. L'importance du mur de 8, c'est surtout d'arriver bien placé au pied. Vous l'avez compris, Philippe Gilbert ne souhaitait pas être piégé. Des fois que sur cette montée, on le rappelle, c'est l'avant-dernière ascension. Tout à l'heure, à l'arrivée sera jugé au sommet. Et bien, alors qu'ici, le coureur de Top Sport vient chercher ses petits points pour assurer son classement du meilleur grimpeur du jour, ce qui lui permettra d'être sur la photo sur le podium tout à l'heure. Donc, être bien placé dans ce goulet qui est quand même étroit pour pouvoir maîtriser la situation. Voilà ce qui est important pour l'instant pour les favoris. Et le peloton en train de revenir quasiment sur les 2 hommes de tête, puisqu'ils sont 3 hommes de tête, même si Preben Van Eyck a fait l'effort pour prendre de nouveau des points pour ce classement du meilleur grimpeur de cette Flèche Wallonne 2011. Mais il est en train de se faire lâcher alors que Helminen lui a craqué, le coureur finlandais. Il n'y a plus que 2 hommes en tête. Vantôme le Belge et Paterski le Polonais, mais plus pour très longtemps. Voilà Helminen qui a craqué complètement, qui est en train de se relever parce qu'il sait que derrière, eh bien, on approche, on arrive dans cette formation belge emmenée, on a vu par Jan Baklands pour l'équipe Omega Pharma Lotto autour de Philippe Gilbert. Et évidemment, tous les favoris se rapprochent. J'aperçois Laurent Stendam. Voici ici Robert Kesing pour la Rabobank. Samuel Sanchez qui était là aussi avec le maillot, avec le maillot de l'équipe Euskatel-Euskadi, Dossard 141. Un joli flou artistique, la tête du peloton. Pour la 2e fois, le passage dans le mur de 8. Oui, et Gilbert bien placé, côté gauche, derrière Niki Sorensen. Le Contador est un peu plus loin. Pour l'instant, je ne le vois pas. Il est là, il vient de passer là. On va être Contador en 7 ou 8e position, je pense. Parce que là, à ce stade de la course, c'est quand même révélateur de l'état de fraîcheur des uns et des autres. Bien sûr, pour l'instant, ils ne sont pas au maximum, mais pas très loin quand même. Donc Gilbert a l'air très à l'aise. Rodriguez aussi. Frank Schleck aussi. Et Contador est loin. Hein. Pas d'Alberto Contador dans les 10 premiers, me semble-t-il. Oh, il n'est pas encore passé. Maillot ouvert pour la plupart des coureurs en haut de ce mur de 8. Jean-Christophe Perrault qui passe à l'instant. Peloton qui a beaucoup diminué, perdu beaucoup de coureurs dans ce mur de 8. Maxime Montfort là, qui vient de passer la ligne d'arrivée à son tour. David Millard aussi. On commence à s'affaisser dans pas mal d'équipes. Ça commence à devenir très difficile. Sébastien Joly fait l'effort pour revenir. David Moncoutier aussi très attardé. Là, il y a déjà maintenant pour ceux qui sont là. Je pense que c'est très compliqué. Bon, je sais pas, apparemment, je l'ai pas vu passer. J'avais l'impression qu'il était, à un moment, quand vous m'avez posé la question, je l'ai aperçu en 7 ou 8e position, mais ça passe tellement vite, alors que désormais, Elio Quatuor n'est plus qu'un trio de tête. Et c'est vrai que ça demande vérification de voir où est Alberto Contador. Alors que l'équipe Astana, à son tour, a pris le relais de l'équipe AG2R La Mondiale avec l'ancien champion d'Italie. Dans cette équipe Astana, c'est Enrico Gasparotto, seul Italien dans cette équipe kazakh. Alors vérification, non ça c'est le classement des, je crois que c'était le tour, non c'est le classement des dames.
Alors je vais regarder, belle performance hein, je vous ai parlé tout à l'heure des 3 premières de la Flèche Wallonne 2011. Grande belle performance de celle qui va devenir une très grande. C'est Pauline Ferrand-Prévôt, la rémoise, la champenoise en tout cas, qui termine 7e à 21 secondes de Marianne Vos. Elle est toute jeune et elle brille dans tous les domaines. Hein. En VTT, sur la piste, sur la route. Promise un très bel avenir, Pauline Ferrand-Prévôt. Allez, c'est sorti ici sur les hauteurs de Huy. La relance est toujours difficile. Hein. Lorsque les coureurs basculent après la ligne, il n'y a pas de descente, c'est un long faux plat. Il n'y a pas donc l'occasion. Pour l'équipe Euskatel-Euskadi, Gorga Verdugo. Oui, il n'y a pas donc l'occasion pour la plupart, pour personne d'ailleurs, de récupérer vraiment de l'effort fourni dans l'ascension. Et être capable de relancer, c'est un bon endroit en tout cas, stratégiquement, pour lancer une offensive dans ces longues lignes droites après le passage sur la ligne. Donc il m'a semblé tout à l'heure voir TJ Van Garderen avec un coureur d'Astana qui me semblait être Fofonov. Donc ici c'est les 3 hommes de tête. 1 minute 08 d'avance sur l'avant-garde du peloton, mais ça bouge devant. Alors je vous rappelle désormais ce trio, bien voilà, il suffit de le dire sans le demander pour l'avoir, avec 2 coureurs belges et un coureur polonais. Matej Paterski, le coureur polonais de l'équipe Liquiga, c'est lui qui mène le trio. Dans sa roue ici, voici Maxime Vantôme. Le jeune belge de Menin, il porte le maillot de l'équipe russe Katusha. Et donc en 3e position avec ce maillot noir et jaune et blanc, mais il est un petit peu dans le dur, c'est Preben Van Eck, le coureur belge de l'équipe Top Sport. Alors ici, il y a Kolobnev. Il y a Van Garderen, il me semble. Gasparotto, me semble-t-il. Et le coureur du Team Sky. Ça peut être Karlström. C'est peut-être la journée des Finlandais. Et là, on fait travailler les coéquipiers. Hein. Je suis étonné de ne pas voir le coureur de l'équipe Euskatel-Euskadi, la Gorga Verdugo, parce qu'il y a deux flèches hein, dans cette équipe Euskatel-Euskadi. C'est bien sûr Samuel Sanchez et Igor Anton. Et donc Matti Helminen, il était dans le quatuor de tête qui aura animé toute cette journée. Et cette flèche wallonne, Matti Helminen, rejoint par la tête du peloton. Hein. On peut parler de tête du peloton par le maillot de champion de Russie de Kolobnev. Même s'il y a un tout petit écart entre ces 5 hommes, puisqu'ils vont être 5, et le peloton juste là, alors que ça ressort de nouveau. Avec les équipes espagnoles, Euskatel-Euskadi, Movistar. Kirienka. Ah oui, c'est son style, je vous confirme. 2e du Critérium international. Tête bien haute comme ça. Les avant-bras sur le guidon. S'il y a une pierre, ça vous met par terre. Ah bon. Les équilibristes en ont l'habitude. Regardez comment ce peloton s'agite. Kolobnev ici. Lofquist. Et oui, c'est Lofquist. Si ce n'est pas un Finlandais, ça pouvait. Ils sont grands tous les deux. Hein. Donc si ça n'est pas Karlström le Finlandais, c'est Lofquist le Suédois. Voilà ce groupe de 5. Il y a du beau monde hein, parce que Kolobnev c'est un habitué. Garderen c'est un Américain, promis aussi un bel avenir. Révélé sur le Tour de l'Avenir justement. 2e des championnats du monde espoir remporté par Romain Sicard. 2e du Tour de l'Avenir. 2e du Tour de l'Avenir. Mais qui n'a pas tardé à confirmer. Hein. Il était sur le podium du Dauphiné, du Critérium du Dauphiné l'année passée pour sa première année professionnelle. Donc c'est vraiment un très très gros talent. TJ Van Garderen. TJ. Oui. On prononce à l'américaine. Attention dans les prononciations toujours. Hein. Alors que du côté de cette équipe Movistar, c'est donc la confirmation. Le Biélorusse Vasil Kirienka, accompagné donc par Gorga Verdugo. C'est vrai qu'avec Samuel Sanchez et Igor Anton, l'équipe Euskatel-Euskadi peut gagner. Hein. Oui, c'est l'équipe Omega Pharma Lotto donc, qui prend les opérations en main. C'est vrai que Philippe Gilbert avait l'air très très facile au passage sur la ligne. Il est vraiment sur un petit nuage en ce moment, Philippe Gilbert, et son équipe donc assez logiquement prend la course à son compte. Elle assume ses responsabilités. Il y a un groupe qui est dangereux, qui s'est constitué avec des coureurs qui sont capables de tenir. Kolobnev, c'en est un. Il était dans le top 10, il était 5e, hein, je crois, de l'Amstel, de mémoire. Hein. J'ai pas le classement sous les yeux.
Donc c'était il y a 3 jours. Donc voilà, des garçons qui sont capables d'aller au bout. Et donc il est important de les ramener dans le rang. Et cette équipe Omega Pharma Lotto l'a bien compris. Elle assume ses responsabilités. Et Van Garderen, il n'a pas tardé c'est vrai, à éclore, hein, en tout cas à confirmer ce qu'on avait vu chez les jeunes. 6 victoires déjà dans sa carrière. 3 en 2008, 3 en 2009 hein, pour Van Garderen. Bon, Kolovnev, c'est l'homme qui ne gagne jamais. Enfin, pas souvent, parce que là, il a le maillot de champion de Russie. Mais bon, c'est l'homme qui ne gagne jamais les grandes courses. Toujours placé sur les podiums des chemins du monde, sur les podiums des grandes classiques, hein, notamment au mois d'avril. Hein, on l'a vu encore très bon dans l'Amstel Gold Race dimanche dernier. Mais il n'arrive pas à gagner la grande classique de référence. Alors que dans la même équipe, un garçon comme Sergei Ivanov, par exemple, a déjà gagné 2 fois sur le Tour de France. Oui, c'est pas faux. On le cite très souvent dans les favoris pour les mondiaux, pour certaines grandes classiques. Et il est toujours là, mais rarement vainqueur. Et Jérôme Coppel, là, qui a pris la bonne roue, avec Bled Kadri juste derrière, et qui a récupéré de ses efforts, et une Taramae pour la Cofidis. Donc voilà, les costauds sont devant. À l'avant-garde du peloton, un peloton qui a accéléré le rythme pour revenir au contact de la contre-attaque. Ouais, Elminen, il a les grosses jambes. Pas l'habitude de faire autant de kilomètres aussi vite. Et le coureur de l'équipe Longbook Credit, plutôt, je vous l'ai dit, spécialiste de contre-la-montre, lâché désormais par une contre-attaque. Il y a 3 hommes devant. Ils sont 6 ici en contre-attaque. C'est le groupe 2 pointé à 39 secondes. Un homme tout seul à 45 secondes qui va être happé par le peloton. Voilà qui arrive, peloton pointé lui à 52 secondes. Mais 52 secondes des 3 hommes de tête, il y a une quinzaine de secondes d'écart entre la tête du peloton et le groupe de 6. Et c'est l'équipe Garmin Cervelo qui est en train d'emmener la tête du peloton. En tout cas, on fait rouler les équipiers. C'est vrai que cette équipe a des arguments avec Ryder Hesjedal, le Canadien, avec Christian Van de Velde, l'Américain. Et attaque sur la droite de la route d'un coureur de l'équipe Vacances Soleil. Ces maillots bleu et jaune, on s'y est habitué. Je crois que c'est Johnny Ogerland qui vient d'attaquer. A beaucoup vu au mois d'avril. Soit la Flèche Brabançonne par exemple, où il était devant. Ce sera plutôt Marco Marcato. C'est vrai que ça lui correspond mieux. C'est Marcato ça? Non, pardon, c'est Michel Golas. Encore un Polonais. C'est bon, aujourd'hui, on a vu 2 Polonais à l'avant, Paterski et maintenant le cyclisme Golas. est un sport qui se mondialise. Très très international. Il ne concernait que quelques nations européennes il y a 2 décennies de ça. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, l'Australie est une des plus grosses nations du cyclisme actuel. Donc tout cela n'est pas surprenant en fait de retrouver des coureurs de talent un petit peu de toutes les nationalités dans chaque formation. Bientôt 7 contre-attaquants, donc à 20 secondes de la tête de course. Ouais, pour les échappées du matin, c'est pratiquement terminé à 20 secondes à peine. À 22 km de l'arrivée, comme prévu, ils vont être repris. Et il fait rouler Philippe Gilbert, hein. Il fait rouler son équipe. Ah ben là, il faut y aller, hein, parce que... Et retour cette échappée peut être dangereuse de Michel Golas, le Polonais. Michel Golas qui vient de revenir, le coureur de l'équipe Vacances Soleil. Sur Kolovnev, Van Garderen, Kirienka, Lofquist, Gasparotto. Il y a quand même une belle échappée. Hein. En tout cas, un beau contre, pardon, parce que l'échappée, les 3 hommes sont toujours devant. Hein. Vous avez un peu oublié, on avait dit autour du kilomètre à 20 km de l'arrivée. Hein. C'est pas étonnant. Hein. Maxime Montfort pour emmener le team Léopard, l'équipe des frères Schleck. Le grand Jürgen Van den Broek. On fait rouler toute l'équipe du côté de Philippe Gilbert. Les jeunes et les moins jeunes. Attention, Danilo Di Luca. Tiens, c'est le seul coureur dans le peloton, l'Italien Danilo Di Luca, à s'être imposé sur cette flèche wallonne. Puisqu'en 2009, c'était Davide Rebellin. En 2008, Kim Kirchen. Rebellin de nouveau en 2007. Valverde en 2006. Di Luca, c'était donc en 2005, juste derrière Davide Rebellin en 2004.
et la dernière victoire belge, 2002 avec Mario Hartz, qui a des petits problèmes cardiaques, d'arythmie, le cœur qui bat un peu trop vite. J'ai lu cette semaine dans la presse belge qu'il allait, Mario Hartz, qu'on connaît bien en France, qui est un coureur qu'on a souvent vu, qui va devoir se faire opérer dans les semaines à venir. Saison sans doute terminée. Alors que le trio de tête, les hommes qui auront animé, partis depuis le kilomètre 4, Ventomme, Paterski et Van Eck, eh bien, sont rejoints par ce groupe de 7 coureurs, ce qui veut dire qu'il y a 10 coureurs en tête et l'écart déjà monté à 34 secondes avec la tête du peloton, malgré le travail proposé à la fois par les Sky, à la fois par les coéquipiers de Philippe Gilbert. Là, il y a un beau mano à mano parce qu'un groupe de 10, c'est toujours intéressant, même si dedans, il y en a 3 qui sont forcément très, très fatigués. Ça me semble un écart important. Hein. Tout à l'heure, on annonçait 17 secondes, d'un coup 32. 34 il y a un instant, donc à confirmer, mais bon, il nous manque une moto là, pour reprendre les écarts, mais bon, nous allons suivre ça de près. En tout cas, c'est vrai que l'attitude du peloton là, est un peu inquiétante. On sent qu'il y a un peu de nervosité du côté de l'équipe Omega Pharma Lotto ou encore du team Léopard Trek. On s'inquiète un petit peu. Ils sont nombreux devant. Ouais, il n'y a pas 30 secondes. Hein. Il n'y a pas 30 secondes, il y en a tout juste 15. Non, il y a 15 de secondes. Ah oui, je vous embête. Le satellite a du mal à se synchroniser. Là. Oui, c'est pas toujours facile. 20 km de l'arrivée. Dans une petite demi-heure, les coureurs seront ici en haut du mur de 8. Je dis ça pour ceux qui sont restés à Paris et qui calculent tout, c'est-à-dire Fabrice Collin et Christophe Barrier. Courage, messieurs, mais on va être dans les horaires. On va être dans les horaires aujourd'hui. Et en plus, ils sont attentifs, c'est bien. Parce qu'on ne peut rien faire, hein. Nous sommes ici, on a cette chance. On sait le même soleil à peu près, je pense. Hein. Il doit faire très beau à Paris. Ça va pas durer, dommage. C'est l'été. C'est un petit air de Tour de France, cette affaire. Et les Top Sports qui reprennent la tête du peloton. Ça, c'est une alliance avec les lotos, non? Petite alliance de circonstances. 2 équipes belges. Parce que je vois pas chez Top Sport qui est capable de gagner en haut du mur de 8, franchement. Certes, c'est une bonne équipe, mais quand même. Un petit coup de main. Oui, enfin bon, sans aller jusque-là, c'est peut-être simplement un bon copain à Philippe Gilbert, peut-être même un compagnon d'entraînement quand il est ici. Parce qu'il réside quand même à Monte-Carlo, mais de temps en temps il est en Belgique. Donc avant de se faire distancer, quelquefois certains donnent un petit coup de pouce. Amical, sans contrepartie, donc ça, c'est anecdotique. Un seul coureur, il y aurait toute une formation, on pourrait se poser la question d'un seul coureur. Et le peloton a du mal à revenir. Hein. Mais bon, 20 secondes dans le mur de 8, ça n'est rien du tout. C'est rien du tout. Aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que c'est très court, hein, c'est 1 kilomètre, mais faut être dedans. Franchement, si un jour, si vous aimez le vélo et que vous ne connaissez pas, venez le faire à pied ou bon. À pied, c'est sympa parce que ça permet de. C'est mieux qu'à vélo. Ouais, on sait qu'ici on peut monter avec un télécabine, il y a un parc de jeux, non, c'est une petite visite sympa, oui. Et là, on bosse. Hein. Ouh là là, du côté il y a la Rabobank aussi qui vient se positionner en tête. Attention, chez Rabobank, il y a Robert Gesing. Gesing, c'est un coureur qui est très en forme pour l'instant. Et puis il y a Mollema aussi. Il y a Barredo aussi, hein, qui est quand même un bon grimpeur. Donc il y a matière à faire, hein, si on veut, au niveau de l'organisation. Et vous savez que je n'ai toujours pas retrouvé Alberto Contador à l'avant de la course. Non. Un petit peu perplexe. Ah, le voilà, il est là. Alberto Contador est là. Voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. Et l'équipe Cofidis avec certainement Rein Taramae pour venir rouler en tête de peloton aussi. Le coureur estonien, l'ancien champion d'Estonie. Très en vue notamment sur Paris-Nice. Donc bien sûr, je pense que David Moncoutier peut faire quelque chose hein, sur le mur de 8. Hein. C'est peut-être un peu trop explosif pour lui. Oui, c'est explosif. Et puis surtout, il y a un gros problème pour David Moncoutier, c'est qu'il faut être placé au pied du mur. Donc ça va rouler très vite, ça va beaucoup frotter. C'est-à-dire qu'on va rouler en ordre serré, très très vite. Il arrive parfois qu'il y ait des chutes. C'est un garçon, Moncoutier, qui n'aime pas du tout cela. Il n'est pas du tout à l'aise. Donc il ne va pas aller se mêler à ce type de lutte. C'est pas du tout dans sa nature. Et du coup, il n'aura pas le temps suffisant de remonter dans le mur.
même s'il a les qualités physiques pour avoir une présence auprès des meilleurs, il va le démarrer avec un handicap qui ne lui permettra pas de rivaliser. Pardon, en tête de course avec l'accélération du grand Suédois Thomas Löfqvist qui a porté le maillot de la FDJ, à l'époque on disait la Française des Jeux, accompagné par un Vasil Kirienka qui est d'une facilité, le coureur de l'équipe Movistar. Un très joli coup de pédale, un peu plus dur pour Löfqvist qui est un très bon spécialiste du contre-la-montre. C'est même un exercice où il est parmi les 10 meilleurs du monde, parfois mieux même. Je l'ai déjà vu sur un podium des Championnats du monde, Thomas Löfqvist, dans cette équipe Sky Pro Cycling qui est très éclectique. Hein. Thierry, dans 3 km, nous serons au pied de l'avant-dernière ascension du jour, la côte d'Eref. C'est une côte qui est longue de 2 km à 6% de moyenne. Donc ça peut être l'occasion pour le peloton d'opérer un rapproché. Ça peut être l'occasion également pour un des hommes du groupe de tête de profiter justement d'un marquage pour partir à l'avant. Le point, 15 km de cette arrivée, 14 avant le pied du mur de Huy, célèbre mur de Huy. 2 hommes en tête, Kirienka, le Bélarus, et Löfqvist, le Suédois. Juste derrière, 8 coureurs, dont Kolobnev ou Van Garderen. Et l'équipe Omega Pharma Lotto pour emmener la tête du peloton. Et Philippe Gilbert, revenu maintenant à 18 secondes des hommes de tête, c'est-à-dire à peine 15 secondes de ce groupe de 10 coureurs. Avec des garçons qui sont accrochés quand même. Hein. 2, 4, 6, 7. Hein. Effectivement, on en a perdu. Il y en a devant, il y a 8, voilà, 8 et 10 devant. Avec Löfqvist et Kirienka qui sont devant. 2 devant, 8 au milieu et le peloton derrière. C'est ça. Le compte est bon. Mais dans les 8, il y en a 3 qui ne peuvent plus rouler. Hein. Les 3 qui sont en dernière position ne peuvent plus rouler. Parce qu'ils ont fait une très longue échappée. C'était le quatuor. Ils étaient dans ce quatuor qui s'était échappé au kilomètre 4 et qui a donné pas mal de fil à retordre à ceux qui visent une victoire dans cette Flèche Wallonne 2011. Kirienka qui emmène Thomas Löfqvist. Et pas sûr que 21 secondes ce soit suffisant parce que ces deux-là sont quand même pas réputés pour être des grimpeurs punchers. Kirienka un peu plus que Löfqvist. Kirienka a quelques belles qualités quand même. Hein. En montagne, il s'accroche. On se souvient quand même qu'il a terminé second de l'étape de l'Hospédale au Critérium international derrière Frank Schleck. Vasil Kirienka, c'est 7 victoires hein, quand même depuis le début de sa carrière. Il a terminé notamment cette année 2e sur l'étape numéro 2 au Tour du Pays Basque. Vous voyez, ça grimpe toujours un petit peu. Triple champion de Biélorussie du contre-la-montre. Médaille de bronze au championnat d'Europe de poursuite sur piste. Hein, c'est un pistard à la base. Hein. Mais l'écart diminue. Et le peloton est pratiquement revenu sur le reste de ce qui était tout à l'heure l'échappée. Donc qui est la contre-attaque. Ça y est, c'est l'échappée va se relever. Ça va repartir du coup. Ouais, là, c'est un baroud d'honneur. Hein. Il va chercher des points peut-être, Van Eyck, non? Il n'aura pas le temps, Thierry. Le peloton est là. Parlez-lui dans les oreillettes, alors ça sert à rien. Il n'aura pas le temps, c'est trop tard. Regardez, ils sont là. Ouais, le peloton est là, ça y est, ils sont là. Ils sont revenus, les hommes de Philippe Gilbert sont là. Le gros travail de l'équipe Omega Pharma Lotto. Pourtant, Philippe Gilbert dans la presse, alors d'abord, vous allez me le confirmer, parce que vous l'avez vécu. C'est difficile d'être là le dimanche à l'Amstel. On sait que son autre objectif, son rêve, c'est de gagner bien sûr Liège-Bastogne-Liège. Il est né au pied de la côte de la Redoute. Donc forcément, il habite, quand il n'est pas à Monaco, quand il revient chez lui, il habite au pied de la côte de la Redoute, donc sur l'itinéraire de Liège-Bastogne-Liège. Donc évidemment, Philippe Gilbert pense aussi à dimanche prochain. Vu sa forme, c'est légitime. Et c'est difficile d'enchaîner mercredi la Wallonne et de gagner ensuite le dimanche Liège-Bastogne-Liège. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Certains l'ont fait. Valverde l'a fait. On se souvient de Rebellin également qui l'avait fait. C'est possible. Par contre, c'est vrai que de gagner le mercredi la Flèche Wallonne, surtout quand on est déjà le favori annoncé de Liège-Bastogne, eh bien, ça veut dire que l'on focalise toutes les attentions sur soi et ça peut être un lourd handicap pour l'épreuve du dimanche. Donc, est-ce que Gilbert va prendre aujourd'hui ce risque-là?
Je pense qu'il est capable de gagner les deux. Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, il va devoir dimanche faire preuve de malice s'il veut s'en sortir. L'équipe de Joachim Rodriguez vient de prendre, l'équipe Katusha vient de prendre les choses en main. La Saxo Bank avec Niki Sorensen. On aperçoit aussi le team Léopard, le grand Jürgen Vandenbroek. Et là, c'est surtout, je pense que l'autre qui va vraiment l'emmener, sans doute Philippe Gilbert, je pense, hein, dans l'ascension du mur de 8, c'est Van den Dert qui était là dimanche à l'Amstel. Et elle, Van den Dert, qui franchement, eh bien, avait fait un gros boulot à l'Amstel pour permettre à Philippe Gilbert de s'imposer. 12 km de l'arrivée, on retrouve les deux hommes de tête. Je vais rendre à Kirienka ce qui lui appartient. Il a gagné la deuxième étape du Tour du Pays Basque cette année. J'ai dit deuxième, c'était il a gagné la deuxième étape, pardon, mauvaise lecture de ma part. La deuxième étape sur le Tour du Pays Basque. C'est un garçon qui est né sur la piste et dont le fait de gloire reste une étape du Giro en 2008. Di avec Luca. Samuel Sanchez, Di Luca. Löfqvist qui avait été révélé sur Tirreno Adriatico en 2009, il avait été le meilleur jeune, champion de Suède du contre-la-montre. Il a gagné l'étape du Grand Bornand sur le Tour de l'Avenir en 2004 et qui compte à son palmarès 8 victoires, notamment deuxième du Tour d'Allemagne 2008. Voilà pour les deux hommes de tête qui vont sans doute être revus dans quelques instants, puisque Danilo Di Luca vient faire le travail de coéquipier pour Joachim Rodriguez. Lui qui a déjà gagné cette flèche wallonne, il connaît bien. Quel meilleur poisson pilote aujourd'hui que l'Italien Danilo Di Luca. De retour à la compétition après avoir été lui aussi rattrapé par la patrouille. Et le peloton est là. Regardez les dents serrées de Thomas Löfqvist. Kirienka impassible, le Bélarus. Mais juste dans le virage, vous allez apercevoir à la tête de ce peloton, ils l'ont aperçu aussi, c'en est terminé. 16 secondes, l'écart est encore important en secondes, mais on les voit, on les aperçoit, on les distingue. Voilà, ils sont là, ils sont juste derrière. Ça devient très dur pour Löfqvist. En danseuse, Vassil Kirienka, le duo de tête rejoint dans un peu moins d'un kilomètre, je pense. C'est-à-dire que tout reste à faire à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Sur ce mur de 8 de cette flèche wallonne. On va probablement se présenter groupé au pied du mur de 8. On va assister, comme c'est le cas depuis quelques années maintenant, à une course de côte entre les meilleurs. Alors c'est Tony Martin là qui tente l'aventure de loin, qui aimerait bien peut-être essayer d'anticiper, parce que lui n'a pas le punch pour gagner en haut du mur de 8. Il est un peu trop lourd, Tony Martin. Pourtant c'est un grand rouleur. Et donc il essaie d'anticiper, mais il n'a pas eu un gros effet de surprise sur ses adversaires. Donc voilà, c'est revenu dans le rang. Les échappés sont pratiquement repris. On s'achemine vers un regroupement général. Il va y avoir une descente. Il y aura le bord de Meuse avec une allure très rapide avant d'arriver donc tout près du dernier kilomètre. Et de ce dernier mur de 8 où nous aurons donc une course de côte qui va s'engager entre les tout meilleurs. Et là nous verrons si Contador a les jambes de feu. Nous verrons si les frères Schleck parviennent, en tout cas pour Andy, enfin à décrocher une belle cette année. Et si Philippe Gilbert est aussi intraitable qu'il l'était à l'Amstel ou à la Flèche Brabançon la semaine passée. Mais ça promet une belle passe d'armes. Ouais, alors que là, c'est Dries de Venins, très bon grimpeur de l'équipe Quick-Step, équipe Quick-Step qui a raté son mois d'avril, totalement raté son mois d'avril. Chez nous, on dit quand on est trop goulu, on finit par s'étouffer. Et ils ont voulu gagner le Tour des Flandres avec Bonnen. Finalement, ils ont ramassé les miettes. C'est dommage. C'était, je pense, une course qui leur était largement accessible avec Sylvain Chavanel. Et sur Paris-Roubaix, ils ont été particulièrement malchanceux. Malgré tout, Bonnen a quand même gagné Gand-Wevelgem. Ce n'est pas rien. Et Dries de Venins en train de revenir sur les deux hommes de tête. C'est toujours Thomas Löfqvist qui emmène. Pourtant, c'est un homme du froid. Et lui qui dit l'hiver, je n'hésite pas à rouler, même s'il fait. J'ai déjà roulé en tout cas par moins 17 degrés. Lui qui est diplômé en études techniques, qui est originaire de la plus grande île de Suède, c'est l'île de Gotland. Alors forcément, la chaleur aujourd'hui, ça doit quand même un petit peu le gêner, le Suédois, mais il est toujours devant. Dries de Venins, c'est un très bon grimpeur, de Venins. Il a le profil d'ailleurs, ce petit gabarit fin. Et le peloton où les coéquipiers des favoris doivent s'employer quand même. C'est Kolobnev qui a repris la
la main de ce peloton après avoir été dans une échappée. Eh bien, Kolobnev se remet dans son rôle de coéquipier. Bien travaillé pour Joaquim Rodriguez, qui avait terminé deuxième, hein, l'Espagnol, juste derrière Cadel Evans et juste devant Alberto Contador. C'était le podium de la Flèche Wallonne 2010. Kiryenka a pris le relais dans une petite partie descendante. Il ne revient pas facilement le peloton, hein. Les deux hommes de tête sont quand même coriaces. C'est des rouleurs, ce sont des rouleurs. Des hommes de la piste et des rouleurs, de vrais rouleurs, très bons dans les contre-la-montre. Même Devenin, ça a du mal, hein, parce que là, on voit quand même qu'il y a une différence dans le coup de pédale. Il est à bloc, certainement sur un plus grand développement, mais il n'arrive pas à revenir, hein, sur les deux hommes de tête. Ils sont là, à droite, et l'écart maintenu aux alentours de 14 secondes. Et Laurent Jalabert va me dire, mais dans le mur de 8, c'est rien. Ça n'est rien du tout, 14 secondes. C'est rien du tout. C'est rien. 50 mètres. Peloton qui s'est quand même qui a perdu beaucoup d'éléments, hein. Peloton qui a fortement diminué. Virage à droite, longue ligne droite, la plaine est là, mais il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent du tout. Et regardez ce peloton très étiré, en tout cas en son début, quasiment étiré tout du long d'ailleurs, hein. Ouais, c'est l'équipe Euskadi qui est là en 3e et 4e position. On aperçoit donc les Katusha qui emmènent. Je pense que Igor Anton aujourd'hui, peut-être la surprise, mais Joaquim Rodriguez doit vraiment très bien se sentir parce que là il fait rouler ses coéquipiers. Il a encore du monde autour de lui, ça c'est forcément important, hein, pour bien l'amener, bien le poser dans le mur de 8. Après on lui laissera faire la différence, mais il a la giclette, hein, il a vraiment ce côté puncher, grimpeur qui permet d'avaler le mur de 8, alors que Dries de Venins n'a pas réussi à revenir sur le duo de tête. Il est même avalé par la tête du peloton, où l'on reconnaît Igor Anton, où l'on aperçoit aussi, voici les deux hommes de tête à 8 km de l'arrivée. On aperçoit aussi, oh, c'est dur pour Thomas Löfqvist, qui est en train de se faire lâcher par Vasil Kiryenka. Et le peloton presque là, pas encore tout à fait là, avec un Igor Anton et un Samuel Sanchez qui sont en train de reculer un tout petit peu. C'est Kolobnev, hein, qui continue d'emmener la tête du peloton. Travail complet de l'équipe Katusha, managée par André Schmil. En train de revenir l'équipe Katusha de Joaquim Rodriguez, d'abord sur Thomas Löfqvist. Ça grimpe un petit peu, ça peut expliquer qu'il soit au bout du bout. Regardez, hein, le peloton qui va vite. Allez, terminé pour Löfqvist. Terminé aussi pour Kiryenka qui va avoir passé une fusée. C'est Jérôme Pinault qui est sorti après Dries de Venins. L'équipe Quick Step a envoyé Jérôme Pinault, le seul Français aujourd'hui dans l'équipe Quick Step. Ouais, c'est une belle attaque là de Jérôme Pinault. À cet endroit, visiblement, c'est pas facile, hein. Ça fait même plutôt mal aux jambes puisque Kiryenka a distancé Löfqvist et qu'il n'arrivait pas à suivre le rythme. Le peloton a tenté un rapproché. Il est revenu maintenant en contact des deux hommes qui étaient en tête. Mais rapidement derrière, donc, un nouveau duo s'est constitué sous l'impulsion de Jérôme Pinault. Belle contre-attaque, donc. Avec peut-être Thomas de Gendt. On l'avait vu sur Paris-Nice. Pas sûr, hein, je ne reconnais pas son style. Le coureur de l'équipe Vacances Soleil. Ça peut être Marcato. Excellent grimpeur. En tout cas, cette équipe Vacances Soleil, toujours là aux avant-postes. Quand c'est pas Vestra, c'est Ogerland. Quand c'est pas Ogerland, on a déjà vu Leitar. On a souvent vu aussi Marcato dès que ça grimpe. De Gendt, que l'on avait beaucoup vu sur Paris-Nice, qui a été leader de Paris-Nice. Bref, équipe complète, cette équipe Vacances Soleil, malgré les soucis de début de saison. Éternelle affaire de dopage. Et à 7 km, on a d'autres chats à fouetter, surtout à se concentrer. Et en plus, c'est bien à se féliciter d'avoir encore un coureur français à l'attaque, Jérôme Pinault. C'est osé. Ouais, c'est bien Marcato qui est là, le coureur italien de l'équipe Vacances Soleil. Excellent grimpeur, lui, hein. Correspond mieux, le final lui correspond mieux qu'à Jérôme Pinault, mais il faudrait quand même faire un écart en 5 km, ce sera difficile. Il faudrait déjà qu'il revienne dans la roue pour l'instant, il a du mal, hein. Parce que Jérôme Pinault, là, il est très bon dans cette partie descendante. C'est une vraie descente, hein, et Jérôme est bien à bloc, descend très très bien. Marcato qui éprouve le besoin de respirer un peu et qui a toujours pas bouché la dizaine de mètres qui le sépare de Jérôme, alors que le peloton est en file indienne dans sa queue.
Et derrière, eh bien, les favoris sont là. On tente de bien se placer, d'être devant. Là aussi, il y a une belle partie de manivelle. Hein. Ce sont des moments clés hein, quand on est un favori. Hein. Il y a beaucoup de pression là hein, pour arriver vraiment très bien placé dans ce mur de 8. Il faut surtout avoir les nerfs solides. Mais ce sont des garçons qui ont l'habitude hein, de supporter ce type de responsabilité. Avoir les nerfs solides et se concentrer sur ses qualités propres. Et éviter de faire une fixation sur les avantages, les points forts des adversaires. Hein. Voilà, tenter sa chance à fond et puis ne pas avoir de regrets surtout, avoir le sentiment d'avoir tout fait pour gagner. Alors on ne va pas jouer au petit jeu des pronostics, ça n'est pas intéressant, mais force est de constater sans doute pour avoir fait travailler autant son équipe Katusha que les coéquipiers de Joaquim Rodriguez ont eu des informations, ils ont une grande confiance en lui. C'est pour moi mon favori, même si pour l'instant eh c'est le team Léopard qui va emmener. C'est Andy Schleck qui roule là ouais, c'est Andy qui emmène Franck, non? Il y a Fulsang qui était très bon. Hein. Andy a été excellent, Fulsang qui était très bon. Et l'équipe Omega Pharma Lotto, à la demande de Philippe Gilbert en deuxième position, a repris sa marche en avant avec Vandenbroek. On sent la puissance là chez Gilbert. Hein. Et Van Ander. Il est là, Philippe Gilbert en gros plan. Mais ils ne sont toujours pas revenus sur Marcato et Pinot. Le duo italo-français qui a pour l'instant 19 secondes d'avance. L'accélération, l'attaque hein, bien placée de Jérôme Pinot a fait la différence. On va commencer à se regarder un petit peu. Non, pas du tout. J'ai eu un instant d'hésitation, ça parle beaucoup. Et voilà la Rabobank pour Robert Gesing qui vient de reprendre avec Bram Tonkin qui vient de reprendre la tête du peloton. Là, il y a une grosse bagarre parce qu'il y a vraiment beaucoup de favoris qui se sentent bien. 4 km de l'arrivée. Regardez comment Gesing est facile dans la route Bram Tonkin. Il a eu le temps de prendre son bidon, de boire et de se mettre bien à l'abri dans la route Bram Tonkin dont on connaît et dont on vend très souvent les qualités de coéquipier. Mais là, Jérôme Pinot transfère un très bon numéro. Un coureur français, toujours en tête à 4 km de l'arrivée. Chavanel aura été très bon au Tour des Flandres, bon à Paris-Roubaix. Et Jérôme Pinot prend le relais du coureur français, de son pote de Sylvain Chavanel, qui sera là à Liège-Bastogne-Liège. C'est pas un bon souvenir pour lui. L'an dernier, il avait été victime d'une très sévère chute. Il a l'air très costaud là, Jérôme Pinot. Il a surtout très bien joué sa chance. Hein. Alberto Contador, là, il est à gauche de la route. Hein. C'est le coureur dans la roue du Katusha. Il est là, Alberto Contador. Il est un peu seul. Hein. Il se débrouille tout seul là pour remonter. Un peu complètement. Jérôme Coppel est là, super. Coureur de l'équipe AG2R La Mondiale avec Belkadri, avec Jean-Christophe Perrault aussi. Là en deuxième position, c'est John Gadret. Pardon, là devant la caméra, c'est John Gadret. Andy Schleck est au fond de la classe. Hein. Il va pas faire la course aujourd'hui, Andy. Il a roulé. Bien. Il attend. Voilà, le voilà Andy Schleck. Il a roulé. Vous l'avez vu rouler et voilà. Travail terminé, il n'a pas les jambes, ils ne sont pas capables de gagner cette Flèche Wallonne aujourd'hui. Il est le tenant du titre sur Liège. Hein. Et il en sera encore le grand favori, en tout cas un des favoris avec Philippe Gilbert, avec Franck. Pardon, c'est Alexandre Vinokourov qui a gagné l'an dernier. Non mais c'est vrai que Andy a déjà gagné Liège, oui, il n'y a pas de problème. Et la Rabobank en train de travailler sans doute pour Robert Gesing. Avec Carlos Barredo notamment. On les a pas vus de la journée, hein. Rabobank, ils ont parfaitement bien joué le coup jusqu'à présent, toujours planqué. Vinokourov se fait replacer également. Il va tenter son bateau sur la dernière ascension. Je pense qu'il sera un peu court. Et très belle résistance là à 3 km de l'arrivée, 2 km de Jérôme Pinot et Marco Marcato. Sur une partie vraiment qui leur est pas favorable. Cette partie toute plane, toujours délicate à négocier. La formation peut s'organiser à l'arrière. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se produire, mais toujours 17 secondes d'avance. Bon, le petit problème pour le duo de tête, c'est qu'ils vont arriver au pied du mur de 8 en ayant déjà produit un gros effort sur une dizaine de kilomètres. Forcément, ils seront déjà dans le rouge et être capable d'accélérer à ce moment-là, ce sera plus possible. Donc résister, ça va être le seul mot d'ordre. Auront-ils les moyens de le faire face à des garçons qui n'ont attendu que cet instant, les Rodriguez, Contador ou Philippe Gilbert? J'en doute. C'est bien joué là, il y a un coureur de la Quick Step qui est venu un petit peu casser le rythme. Il y a Christian Kness, le champion d'Allemagne, qui vient de prendre le relais et qui emmène Simon Gerrans dans sa roue. Bram Tonkin qui a dans sa roue Robert Gesing. Et voilà, à son tour l'équipe HTC qui vient prendre le relais. Mais toujours 15 secondes d'écart à 2 km de l'arrivée sur Jérôme Pinot, dont on se souvient qu'il a retrouvé le goût de la victoire l'an dernier en gagnant notamment une étape sur le Tour d'Italie. Qu'il a gagné une étape sur le Grand Prix international Joachim Agostino. 9 victoires au total pour Jérôme Pinot, alors que Marcato, c'est 3 victoires.
8e de l'Amstel Gold Race, meilleur grimpeur du franco-belge en 2010, qui a gagné sur le Tour de Slovénie, 2e de l'Étoile de Bessèges. Marcato, 53e l'an dernier de la Flèche Wallonne. Jérôme Pineau, 11e en 2008, 17e en 2007 par exemple. C'est une course qui lui réussit bien. La flamme rouge pour le peloton et 12 secondes d'avance pour le duo Pineau-Marcato. Un coureur français toujours en tête à 1 km de l'arrivée, mais ça va être bien compliqué puisque maintenant le peloton est là dans le mur de 8 avec aux commandes l'équipe HTC Aero, sans doute pour Tony Martin. Et Fulzang qui va, me semble-t-il, le coureur de Léopard Trek qui va attaquer sur le côté droit. Ils sont là, rejoints dans quelques hectomètres. Marcato, Jérôme Pineau qui auront fait un beau numéro final. Et l'explication des grands arrive. Et jusqu'au dernier mètre, ne croyez pas que c'est possible. Fulzang qui est juste là. Tony Martin dans sa roue, Philippe Gilbert. Laurent Stendam. Gilbert très facile. Joachim Rodriguez, pardon. Alberto Contador. Voilà, Jérôme Pineau. Il est à fond. Il n'est pas bien. Jérôme Pineau, Marcato dans sa roue, continue le travail, mais c'est Fulzang qui arrive à ramener, le Danois qui arrive à ramener le peloton. Avec un Philippe Gilbert, c'est vrai, très facile. Juste dans sa roue, vous avez aperçu Paul Martens, le coureur de la Rabobank. C'est lui avec le maillot de la Rabobank, Paul Martens. Il était déjà excellent dimanche. C'est lui qui a été le meilleur Rabobank dans cette équipe néerlandaise. Jérôme Pineau qui est toujours là dans sa roue. Philippe Gilbert, dans la roue de Philippe Gilbert. On a Joachim Rodriguez. C'est dur pour Alberto Contador qui cherche un deuxième souffle. Philippe Gilbert se retourne, c'est qu'il ne peut pas attaquer. C'est dur, très dur pour Contador. Samuel Sanchez aussi. Philippe Gilbert maintenant, vous imaginez l'émotion ici qui envahit la foule. Le Mével là-bas, le Mével Thierry qui est passé à côté de Philippe Gilbert. Jérôme Pineau qui s'écrase. Regardez cette foule. Ah, c'est le Mével qui est en tête. Eh bien après Jérôme Pineau, un autre coureur français pour animer de nouveau la Flèche Wallonne et on s'en félicite. Attaque de Philippe Gilbert. Philippe Gilbert qui est parti, écoutez l'ovation du public. Joachim Rodriguez qui s'accroche. Joachim Rodriguez qui est dans la roue d'un coéquipier. Il est parti de loin, hein, Gilbert. Peut-être un petit peu loin. C'est dur pour lui. Il a toujours du mal dans les derniers hectomètres. L'attaque fulgurante de Philippe Gilbert sur sa lancée de la victoire à l'Amstel Gold Race. Les autres sont à fond. Tout le monde est à fond. Alexandre Vinokourov aussi qui est là. Igor Anton, Samuel Sanchez, Alberto Contador qui coince un tout petit peu. Et Philippe Gilbert en solo qui s'accroche. Mais il l'a dit, il l'a écrit plusieurs fois. Il l'a fait écrire. J'ai du mal dans les derniers mètres. Va-t-il résister? Oui, bon, Philippe Gilbert très très fort qui va gagner en solitaire, qui va vraiment gagner facilement, c'est incroyable. Il va gagner l'Amstel dimanche dernier et il récidive aujourd'hui. La fantastique victoire du chouchou des Belges. Écoutez l'ovation pour saluer la victoire de Philippe Gilbert. Joachim Rodriguez termine deuxième comme l'an dernier, alors que l'équipe Euskaltel-Euskadi va faire troisième avec Samuel Sanchez, quatrième avec Igor Anton, cinquième Vinokourov, sixième Frank Schleck, alors que septième, eh bien c'est septième, c'est celle du côté de l'équipe Lotto qui va faire septième, et hop, ça doit être, eh ben c'est Jelle Van Endert qui vient terminer septième. Mais vous imaginez ici le chouchou des Belges, la victoire de Philippe Gilbert qui a gagné dimanche l'Amstel, qui sera le grand favori de Liège-Bastogne-Liège. Alors là, un triplé, Amstel, Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège. On va regarder pour dimanche dans les archives. Mais alors c'est un grand moment d'émotion pour la Belgique, hein, je peux vous le dire. Et c'est un grand champion qui vient de s'imposer. Monsieur deux fois, monsieur deux Amstel, monsieur deux Tours de Lombardie et monsieur une première Flèche Wallonne ici. 38e victoire à ce jour, la dernière victoire belge, on le disait, ça remontait à 2002, Mario Hartz. Philippe Gilbert, 39e victoire, pardon, avec cette Flèche Wallonne. Il en était à 38 au palmarès, c'est donc la 39e victoire de sa carrière. Il n'y a pas eu d'adversaire à sa hauteur, hein. Il n'y a pas eu de rivalité. Chacun a fait ce qu'il a pu, évidemment, comme c'est toujours le cas ici, sur les hauteurs du mur de Huy. Mais Gilbert était tout simplement, et de loin, le plus fort. Il est parti de très loin, ça aurait pu lui jouer des tours, ça a joué des tours à Contador l'année passée, et pourtant il n'en a rien été. Il a été en vainqueur jusqu'au bout, se permettant même le luxe de pouvoir saluer le public, son public. Voilà, donc on voit mal comment il pourrait être battu dimanche dans Liège-Bastogne-Liège, la course de ses rêves, dans son jardin. Il va devoir se méfier parce qu'après une telle démonstration, il sera forcément très attaqué. Philippe Gilbert, grand vainqueur, grand et beau vainqueur de cette Flèche Wallonne. Et Rodriguez encore une fois second.